Bonjour, je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. J'ai la joie d'être aux côtés de Perrine Enrault. Bonjour Perrine. Bonjour Lorraine. Donc ce serait vraiment intéressant que vous puissiez nous partager votre expérience en tant qu'ancienne chanteuse lyrique et coach et formatrice en prise de parole. Vous avez d'ailleurs écrit un livre au sujet des mystères et de l'univers de la voix, qui est un instrument. Et il y a dans votre livre cette phrase que l'homme est un roseau parlant. Ce serait intéressant que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur finalement ce que transporte la voix au niveau de l'identité de la personne. Je pense que notre voix nous représente. Alors souvent, la plupart des gens disent non, je me reconnais pas moi, c'est pas ma voix quand on s'entend enregistrer. Et pourtant, les autres nous reconnaissent à notre voix. Il suffit d'un simple allô ou c'est moi pour que les gens disent ouvre la porte. Donc ça veut bien dire qu'avec quelques mots, 2 syllabes, on reconnaît quelqu'un à sa voix de manière plus sûre que parfois une image. Et aujourd'hui d'ailleurs, on est tous fichés par nos voix, par les téléphones portables, tout ça, et l'empreinte vocale est plus fiable que l'empreinte digitale, il paraît. Oui, la reconnaissance vocale, c'est ouais, ça. Absolument. Donc, la voix, c'est nous, en tout cas c'est notre image sonore, elle nous représente, on nous reconnaît à ça, et le problème c'est que nous, on ne se reconnaît pas à notre voix, et donc c'est comme si ça créait une dissonance entre l'image sonore que je présente aux autres, qui me représente, et puis celle que moi, je pense donner. Alors finalement, quelle est la part d'inné, et en même temps la part qui se travaille, si je puis dire? C'est-à-dire que finalement, notre voix, on peut la travailler. Oui, on peut travailler notre voix, d'autant que, à mon sens, notre voix, nos voix, sont toujours travaillées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voix naturelle. Moi, je fais travailler des gens sur leur voix, puis parfois je leur dis non, il faut parler par exemple un petit peu plus grave. Et ils me disent ah ben non, mais là, c'est pas moi si je parle comme ça. Je dis c'est pas vous, c'est pas votre habitude. Mais la manière dont on parle est une habitude. On a imité nos parents, on a appris une langue particulière, on a eu un parent qui nous a dit chut, parle pas si fort, donc on a une petite voix. Ce sont des habitudes. Donc on a travaillé notre voix inconsciemment, et moi j'aime bien dire qu'on peut la travailler consciemment. Et d'ailleurs, quand on parle à l'inverse, parfois trop fort, ça peut être que finalement il y a une sorte de manque de connexion avec l'autre ou avec les autres. Donc comment on peut expliquer ça par exemple face à un public, justement pour la prise de parole en public? Comment faire le lien entre la voix et la connexion avec le public finalement? D'abord, je pense qu'on n'a pas une voix, qu'on a plusieurs voix. Donc on va parler par exemple différemment à un petit enfant, on va lui dire « Oh bonjour, qu'il est mignon !» Donc je vais prendre une petite voix aiguë, et puis tout d'un coup, je vais faire « Va-t'en !» Enfin, une voix beaucoup plus forte, beaucoup plus grave, mais c'est toujours ma voix dans les deux cas. Donc après, il faudrait définir ce qu'on appelle voix, mais on a des intonations, des timbres. C'est un instrument. C'est ça, des hauteurs, des hauteurs, tout ça, ça varie de l'émotion dedans, et ça varie en fonction de l'instant et de la personne à qui on parle. Et donc oui, moi je me suis rendu compte que ce qui aidait le plus les gens à travailler leur voix, au-delà de, on pourra en parler, mais de la technique vocale à proprement parler, c'était le fait de se connecter à son interlocuteur. Parce que parfois il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je parle trop fort », ou d'autres qui me disent « Non, mais moi je parle pas assez fort ». Et en fait, le travail de mettre les yeux dans le regard de l'autre, c'est-à-dire s'adresser vraiment à quelqu'un, nous permet de moduler notre voix, de régler la distance, de régler la puissance, de régler la hauteur, et peut-être même de se synchroniser avec la personne. Il y a un exercice que vous conseillez dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots par rapport à la puissance du regard tout en lisant? Et avec ce fameux lâcher-prise où il faut accepter finalement l'imprévu ou l'inconnu. C'est un exercice assez simple et pas évident qui consiste à essayer de contrôler ses réflexes visuels. C'est-à-dire qu'on prend un livre, on appelle ça la lecture en 4 temps. Premier temps, je flash quelques mots sur le livre. Deuxième temps, je mets le contact visuel avec mon interlocuteur en silence. Troisième temps, je dis ce que j'ai lu, avec conviction. Quatrième temps, il y a toujours un petit contact visuel avec l'interlocuteur en silence, avant d'aller chercher la suite du texte. En résumé, je n'ai pas le droit de parler quand mes yeux montent ou descendent, ou quand mes yeux regardent mon livre. Et donc,
je me connecte pour parler. Et j'aime bien dire que c'est un exercice qui nous oblige à privilégier la relation avec l'autre sur l'urgence de dire ce qu'on a à dire, ou sur l'incertitude, plutôt aussi d'ailleurs, de dire qu'est-ce qu'il y a après, ou ça y est, je sais ce que je veux dire, je me dépêche de le dire, ou je sais plus, je me dépêche de regarder. Oui, finalement, c'est quelque part apprendre à prendre le temps. À accepter les silences, parce que la voix, c'est aussi les silences. Et travailler les silences, ça aide beaucoup sur la voix. Travailler la relation à l'autre, travailler les pauses. Travailler le silence, travailler le regard aussi, du coup, finalement. Et pour revenir tout à l'heure, comme je disais un peu tout à l'heure, sur le côté inné, les mystères de la voix dont vous parlez dans votre livre, c'est intéressant peut-être de préciser quelle est la différence entre le moment où on est bébé, puis finalement quand on mue, et puis au final, finalement, quand on vieillit. Voilà, comment la voix évolue finalement? La voix évolue avec l'âge, avec nos expériences de vie aussi, hein, bien sûr. C'est-à-dire si on fume, par exemple, forte chance qu'on n'ait pas la même voix que si on n'avait pas fumé. Mais ça évolue avec beaucoup les hormones. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est-à-dire que les petites filles et petits garçons ont la même voix, plutôt aiguë, hein, ils parlent autour d'une vibration qui est à 300 Hz, à 300 vibrations quand ils sont enfants. Quand ils sont enfants. Et puis, ils vont muer. D'abord, les petites filles muent en premier. Ça on ne sait pas. Ouais, on l'oublie souvent, mais on mue. On ne parle plus ce qu'on appelle en voix de tête. On n'est plus avec une petite voix comme ça. Voilà. Alors, certaines femmes vont garder cette voix-là. Il y a peut-être des bénéfices secondaires à garder cette voix-là. Il y a peut-être des problèmes physiologiques, mais généralement, c'est plus l'idée inconsciente de rester dans une certaine forme de fragilité ou d'enfance. Bon, donc les femmes muent, ça, moins que les hommes, puisqu'on passe de 300 Hz à peu près à 200 Hz. Et les hommes, eux, qui muent un petit peu plus tard, à leur puberté, enfin les garçons, ils vont passer de 300 Hz en moyenne à 125 Hz. Donc ça divise par deux, et d'où les sauts. Pour les musiciens, ça fait une bonne octave, donc d'où des sauts de voix. Mais avec les hormones, le larynx se transforme, et on va utiliser ce qu'on appelle une voix de poitrine, donc c'est un mécanisme des cordes vocales, je ne sais pas si j'entre dans les détails, mais voix de tête, elle se touche les cordes vocales, nos petites cordes vocales qui sont deux cordes à l'horizontale, j'aime bien dire, on n'a pas une harpe dans le gosier, hein, c'est juste deux lèvres qui ferment la trachée artère, et soit elles se touchent de manière fine pour vibrer, soit de manière un peu plus épaisse, donc là c'est voix de tête, et là c'est voix de poitrine. Et donc, ça évolue. Tant que le corps n'a pas fini de grandir, la voix évolue, aussi donc en fonction de nos émotions, de nos rencontres, de nos parents, enfin de tout ce qu'on veut. Et puis petit à petit, les voix se stabilisent jusqu'à la ménopause pour les femmes, où on va avoir une voix, et là aussi c'est un changement hormonal qui va avoir tendance à baisser dans la fréquence. Et les messieurs, à l'andropause, ils vont avoir tendance à avoir une voix qui monte. Et c'est pour ça que parfois, on confond au téléphone une vieille dame ou un vieux monsieur. C'est-à-dire qu'on peut dire bonjour madame à un vieux monsieur qui va dire non, c'est monsieur Dupont. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement la boucle est bouclée. C'est-à-dire que quand on est petit, au téléphone, on ne sait pas trop distinguer si c'est une fille ou un garçon qui répond. Et en fin de vie, c'est la même chose finalement. On se retrouve. Alors la mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas leur voix, c'est que votre voix enregistrée, surtout avec la technologie d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est-à-dire que et pourtant on se dit ah non c'est pas moi, mais c'est la vraie. Pourquoi? Parce que c'est la voix aérienne, les vibrations aériennes que Lorraine entend quand je parle, que l'enregistrement capte, mais moi je n'entends pas cette voix-là au moment où je parle, parce que je m'entends en grande partie par mes vibrations intérieures, qui sont généralement plus graves que les vibrations extérieures. Donc bien sûr, j'entends ma voix un petit peu à l'extérieur, mais j'entends une voix mixte, une voix double, que vous, et que Lorraine, vous n'entendez pas. Et c'est souvent cette surprise entre ce que j'ai l'impression de produire et ce que j'entends enregistrer qui fait que je n'aime pas ma voix. Et j'aime bien citer un petit exemple d'une jeune femme qui un jour m'a dit « Ah, mais moi, j'ai eu une expérience étonnante. Un jour, j'entends une émission à la radio. Et je me dis, il y avait une femme interviewée, et je me dis, ah, elle a une jolie voix, cette femme. Et puis, mais vraiment, quelques secondes après, elle réalise
que c'était elle. C'est-à-dire, elle reconnaît les paroles, elle reconnaît la situation de l'interview, et c'était elle-même qui était interviewée. Elle l'avait pas reconnue. Elle me dit, c'est la seule fois où j'ai aimé ma voix, parce qu'elle détestait sa voix, c'est quand je l'ai écoutée sans savoir que c'était la mienne. C'est-à-dire en pensant que c'était la voix de quelqu'un d'autre. Intéressant. Et donc, moi je crois que notre désamour de notre voix vient de cette déception entre ce qu'on croit produire et puis ce qu'en fait on produit réellement. Oui, mais on n'est pas objectif. Oui, il y a vraiment une subjectivité, c'est ce que j'allais dire, vous entendre. On n'est pas du tout objectif. Ouais. C'est ça. Et finalement, on peut dire que la voix est un instrument à vent, puisque effectivement c'est une histoire de vibration intérieure. Oui. Et extérieure. Ouais. Pour contrôler sa voix, je crois qu'il y a... Enfin, j'aime bien dire, il y a 5 choses. La première, c'est l'oreille, justement. Il ne s'agit pas de s'enregistrer. Alors, on peut s'enregistrer, mais c'est un peu trop tard pour contrôler sa voix. C'est d'essayer d'écouter sa voix au moment où on parle. Et de l'écouter de manière plus extérieure. Alors, on peut mettre un petit peu les mains comme ça. On s'entend plus avec la voix aérienne. Donc, on a plus l'idée de ce que les autres perçoivent. Mais même si on le fait pas, parce que c'est pas toujours pratique, c'est au moment où je parle, j'écoute, est-ce que ma voix est aiguë, est-ce qu'elle est grave, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est pas forte. Et donc, il faut s'écouter parler au sens propre du terme. C'est pas je m'écoute parler, je suis contente de moi, mais j'écoute ma voix. Et la plupart du temps, les gens ne le font pas. L'intégrer, comme justement en faisant vraiment partie de notre identité. Quelque part faire corps et voix, ou corps et âme. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça. Y porter autant d'attention qu'aux mots qu'on dit, puisque l'intonation de notre voix va porter ces mots, les donner à entendre, mettre une émotion, changer le sens du texte. Et souvent, on ne fait pas assez attention à ça. Donc d'abord, il faut s'écouter. Puis après, il y a effectivement tout ce qui est respiratoire. J'avais un prof de chant américain qui me disait, il y a 3 choses dans le chant. Breath, breath and breath. Le souffle et le souffle. Et c'est vrai que dans la voix, notre outil de contrôle principal, c'est le souffle. Si on se fatigue la voix, c'est qu'on ne gère pas bien le souffle. Donc il y a un travail sur le souffle, donc avec les diaphragmes abdominaux, qui va mettre l'air en pression sous les cordes vocales. Ça, c'est super important, la respiration. Après, il y a la sensation. La sensation, c'est est-ce que ça vibre là? Est-ce que ça vibre là-haut? Parce que si on n'est pas très auditif, des gens qui me disent mais moi j'entends pas si je parle aigu ou je parle grave. Est-ce que vous sentez que quand c'est grave, ça vibre plus ici, et quand c'est aigu, ça vibre plus là-haut. Donc on peut avoir la sensation. Et puis le 4e élément pour contrôler sa voix, c'est tout ce qui est émotion, gestion des émotions ou intention. Qu'est-ce que je veux transmettre? Et le dernier, on en a parlé, c'est la relation à l'autre. Je crois que c'est absolument fondamental. On ne parle pas pour soi. Oui, c'est un mélange de techniques et d'univers, puisque rien que le titre de votre livre, Les mystères de la voix, on sent que la voix nous transporte. C'est presque comme un cadeau qu'on donne à l'autre finalement quand on prend la parole. Effectivement, on la sort de soi, elle est en nous et on le sort. C'est presque un don. J'ai envie de dire un peu un don de soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis complètement d'accord. Moi, je dis toujours, notamment sur les formations, les gens qui veulent parler en public, qui ont le trac, tout ça et tout, je dis, mais parler en public, c'est un don. Non pas un sens, j'ai le don inné pour parler, parce que ça se travaille, comme tout se travaille, mais je suis là pour vous donner quelque chose. Et quand on pense à ça, je suis là parce que j'ai quelque chose à vous dire, donc je vous le donne. Il faut aussi se décentrer d'ailleurs quand on parle en public, vous savez ça aussi. Lorraine, c'est pas regarder les gens en disant ils me regardent moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. C'est non, j'ai quelque chose à dire, donc je vous le donne et je vous le regarde pour vous donner et pas. Sinon on se regarde soi-même au travers du regard des autres. Exactement. Donc on est centré sur soi. Donc oui, il y a un côté relation à l'autre et don. Et ce qui est parfois peut-être un petit peu compliqué, mais justement, à force de le faire, il y a la maîtrise qui vient, en fait, finalement, c'est un entraînement. C'est ça la bonne nouvelle, je pense, pour nous tous, c'est qu'on peut s'entraîner. Mais c'est vrai que ça peut être parfois, justement, de trouver cet équilibre entre l'ancrage et le fait, justement, d'entendre sa voix, comme vous disiez, de l'écouter, de sentir son corps et d'être vraiment dans cette cohérence avec soi-même pour, justement, pouvoir mieux donner aux autres, finalement. Donc, c'est ce mélange entre connexion et ancrage. Et moi j'aime dire qu'il faut travailler sa voix dans toutes les situations du quotidien qui n'ont pas d'enjeu. Il ne faut pas attendre pour la prise de parole en public, si on revient là-dessus, il ne faut pas attendre le jour J pour se dire ok, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, il faut que je sente que ça vibre là, que je respire comme ci, que je regarde les gens. C'est trop tard. Il faut, dans toutes les situations
où l'on parle, et j'espère que ça arrive à tout le monde beaucoup au quotidien, c'est le moment de travailler, d'écouter sa voix, de se l'approprier, d'essayer de travailler des choses. Ouais. Ok, et justement, on pourrait peut-être terminer par cela avec quelques exemples concrets au quotidien, voilà, pour que vous puissiez améliorer aussi le travail de votre voix au quotidien. Je ne peux pas contrôler ma voix si je ne contrôle pas un peu mes émotions, si je ne sais pas ce que je veux dire, et si je ne ressens pas du tout mon corps. Donc c'est vraiment relié à ça. Et d'ailleurs, plus je travaille avec les gens, plus je m'aperçois que c'est souvent plus le choix des mots qui leur pose problème. Cela dit, la voix, la technique vocale est une porte d'entrée, parce que si je ne sais pas ce que je veux dire, mais que j'apprends à poser ma voix, à parler un peu plus grave, à faire des pauses, à écouter la musique de ma voix, c'est-à-dire pas mettre des E comme ça, à monter, voilà, alors j'avais un truc très important à vous dire. Donc c'est travailler sa voix pour faire passer un texte un peu improbable, ça aide. Mais enfin, il vaut mieux avoir un texte qui n'est pas improbable. C'est vrai, c'est ce mélange de fond et de forme, le fond et la forme du discours. Ouais. Quel message on veut faire passer, quelle philosophie on veut faire passer aussi, on peut dire. Et c'est vrai que paradoxalement, en théâtre, il y a aussi des petits exercices où on peut dire qu'on peut faire passer la même émotion, mais avec un texte différent. Vous pouvez peut-être vous amuser à essayer de lire un texte et d'y mettre une intention, même si le texte n'a rien à voir avec votre intention. C'est aussi une manière peut-être de s'entraîner à être sûr du message que l'on veut transmettre, qu'importe les mots finalement, mais vraiment d'être aligné avec l'intention que l'on a et que l'on veut faire passer. On peut faire ça par exemple avec une seule phrase aussi. Je prends une phrase et je vais mettre une intonation différente à chaque fois. Alors, il peut avoir les émotions, mais il peut juste avoir l'intonation. Par exemple, si je prends une phrase « Je n'ai pas dit que tu as volé ce sac », j'essaye de le dire de manière un peu neutre. D'ailleurs, au passage, on voit bien que la neutralité à l'oral, ça n'existe pas, hein, parce que sinon ça fait un peu petit robot, quoi. Mais je peux dire « Je n'ai pas dit que tu as volé ce sac ». Ou bien je peux dire « Je n'ai pas dit que tu as volé ce sac ». Oui, selon l'importance, enfin, quel est le message que l'on veut faire passer. Et ça change le sens, parce que je n'ai pas dit que tu avais volé ce sac. Oui, je n'ai pas dit que tu avais volé ce sac. Oui. Et tout d'un coup, la phrase change de sens, et puis effectivement, comme vous le disiez, on peut se dire, ok, je vais le dire de manière agacée, ou je vais le dire de manière super tendre, ou ironique. Enfin, qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence? C'est ce que vous disiez juste avant, finalement, effectivement. Comme en radio, quel est le mot sur lequel on va appuyer? Parce qu'en radio, souvent, on lit un texte, on n'entend pas forcément ce que les journalistes, justement, on est habitué à faire ce travail-là, mais effectivement, quel mot on veut mettre en avant? Quel mot on veut que les auditeurs entendent en premier, en fait? Et parfois, j'ai pas mal de femmes qui me disent « Oui, mais moi, on m'entend pas en réunion, j'ai une petite voix, j'ai moins d'impact que les hommes, moins d'autorité, ou j'arrive pas à prendre la parole. » Et c'est vrai qu'il y a des différences entre les voix d'hommes et voix de femmes, et parfois on peut être désavantagé. Cela dit, il y a plein d'hommes aussi qui ont des problèmes avec leur voix. Moi, je tiens à le dire, j'en rencontre tout autant que les femmes. Mais oui, la femme parle plus aigu, et malheureusement en Occident, le grave symbolise la sagesse, la puissance, le calme, ne serait-ce que parce que la vibration est plus lente. Hein. Il y a des choses un peu différentes entre les hommes et les femmes dans la manière de parler. C'est que les hommes articulent plus en arrière, donc on peut s'entraîner à parler un petit peu comme ça, un peu plus ventriloque. Et d'ailleurs, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'accélère. Et en fait, et ça c'est assez contre-intuitif, mais les études montrent que les hommes parlent plus vite que les femmes. Et de manière moins... nuancée, moins vallonnée, moins de variantes, comment ça monte, ça descend, chérie, ça va bien, tout ça. Ça c'est très féminin aussi. Donc on peut, si on a envie, hein, mais pour gagner en autorité en tant que femme. Alors après, c'est adopter le modèle masculin, tout ça, hein, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, le savoir, c'est oui, je parle avec une voix un peu plus grave, j'articule un peu derrière, je parle plus vite et je module pas. Pour gagner en assurance. Après, il faut quand même apprendre à faire des silences, attention. Ça, c'est hyper important pour un imposé. Oui. On a un accent français, notre accent français, on le sait pas, ça fonctionne par groupe rythmique. C'est-à-dire que on fait des syllabes toutes identiques, sauf la fin. Donc tout identique, le tic est un peu plus long, sauf la fin. Donc ça fait papa papa, papa papa. On a quand même une musique, une musicalité. C'est une musicalité, et par exemple un anglais va faire papa papa. Nous on fait jamais ça. C'est ça, la musique est différente. C'est pour ça que ça donne cette impression un peu plus
plate, entre guillemets. Alors, je reviens sur les exercices. Comme je disais que le souffle était super important, on peut faire des petits exercices de souffle parce que on a généralement, majoritairement, une idée assez inversée de la respiration. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de respirer, notamment s'il est stressé, il va nous faire... D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, ça ne va pas nous aider pour parler. Donc, oui, l'air est dans les poumons, mais les muscles ici ne servent pas à grand-chose pour respirer. Celui qui sert, c'est le diaphragme. En bas. C'est un grand muscle qui traverse tout le corps et qui monte et qui descend. C'est-à-dire que c'est le ventre qui va rentrer petit à petit et on va jusqu'au bout de l'expiration. L'idée, c'est de rendre dynamique la respiration alors qu'au naturel, l'expiration, on dynamise l'expiration parce qu'au naturel, sinon, c'est une détente. Mais souvent, on détend voilà, et il ne se passe rien. Donc là, on va la dynamiser. Mais sinon, le risque, c'est je tends ici, je pousse ici, je fais rien en dessous parce que je sais pas trop quoi faire, et j'essaye de sortir la voix, et la voix, elle ne se sort pas, parce que la voix, c'est une vibration. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est si j'ai le souffle qui passe bien sous mes cordes vocales, si tout ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de tension et tout, ça va créer un son, et ce son, c'est une vibration qui va se répandre dehors. Mais si je fais ça, pour essayer de projeter ma voix, je défais mon instrument. Finalement, la voix, elle va se projeter naturellement une fois qu'on est détendu. L'importance d'être détendu en cours de chant, ça a dû beaucoup vous aider. J'en ai fait moi quelques-uns, mais en amateur, des cours de chant, mais c'est vrai qu'il y avait des exercices aussi, on va dire de gymnastique faciale, pour détendre la mâchoire et être détendu finalement de tout son corps. Alors oui, il faut être détendu et en même temps pas trop, parce que si on est complètement détendu, on oui, va c'est ce que vous me disiez. comme ça. Il faut tenir quand même. C'est le bon dynamisme, mais on essaie d'éviter d'avoir des tensions, effectivement, vous disiez la mâchoire, tout ça. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur le larynx et donc ça va empêcher les cordes vocales de fonctionner correctement. Pour que ça vibre, pour que ça fonctionne comme ça fonctionne bien chez les nouveau-nés qui hurlent sans se poser de questions, c'est parce qu'ils n'ont pas de tension. Ils n'ont pas de tension, Et puis nous, on a l'articulation qui crée forcément des tensions. Et des tensions, donc pour le coup, moins bonne émission émission de son. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça se travaille, donc justement la diction, surtout en français, justement, vous parlez au début des différentes langues. C'est vrai que l'anglais, par exemple, ça va être plus intérieur. Nous, en français, on va beaucoup plus être porté sur le devant de la bouche, à articuler, à faire des mouvements de bouche. Donc, mais avec le travail, on y arrive. Donc, on dit que c'est compliqué, mais en réalité, c'est accessible à tous. C'est la bonne nouvelle. Oui, et puis il faut penser la voix ou la parole, en tout cas, comme une musique. On peut s'amuser à varier, c'est-à-dire, tiens, je vais accélérer un petit peu, je vais faire un silence, je vais parler plus fort, moins fort, je vais mettre un mot en relief, et d'ailleurs, ça c'est un autre exercice, c'est faire des gestes. Ce qui aide énormément la voix, donc au-delà du souffle, tout ça, qui est compliqué à expliquer en quelques minutes, il y a la relation à l'autre, mais après il y a le fait de faire des gestes. Ah ça, je le fais tout le temps, mais naturellement, alors vous voyez, ça dépend des personnes. Et moi j'aime bien dire aux gens, parce que c'est beaucoup plus facile de dire vraiment j'y crois en faisant un geste que sans rien bouger. Vraiment j'y crois, tout à fait. On parlera moins fort, il y aura moins d'accent dans la voix, donc la modulation de la voix est très très reliée au geste et à l'implication corporelle. Le corps accompagne, et là voilà, on fait ce lien finalement entre voix, corps, corps et voix, voilà, effectivement. Et je pense que c'est vraiment important de se familiariser avec sa propre voix, de se la réapproprier, de l'aimer. Oui, de l'aimer, faisant partie de nous, de notre identité. De l'accepter, en tout cas, si on l'aime pas, au minima de l'accepter, comme éventuellement on accepte son apparence physique, ou en tout cas un travail là-dessus, parce que c'est notre identité, mais une identité qu'on peut faire évoluer. Et je crois que tout travail sur la voix est un travail sur soi. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça produit sur nous et sur notre mental, justement. Au moment où on essaie ça, on fait ces exercices, d'essayer, vous pouvez essayer de voir de comment vous vous sentez. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le lien avec les émotions aussi. Quand je parle aigu, est-ce que je me vois plus comme quelqu'un de fragile, je sens comme vous dites, ou quand je prends tout d'un coup de l'assurance, là, ma voix sort sans qu'on force, mais elle sort naturellement, et tout d'un coup, on se crée un autre personnage intérieur aussi. C'est ça c'est ça qui peut être aussi intéressant à tester pour voir là où vous vous sentez le mieux finalement. Parce que oui, comme on le disait tout à l'heure, à la fois il y a une part innée, il y a notre voix, notre identité, mais en même temps elle peut évoluer, elle peut se travailler, on peut y être attentif. En tout cas, vous pouvez faire cet exercice au quotidien, de poser la main sur votre ventre, d'inspirer en silence
et d'expirer, là on peut le dire, vocalement aussi, on peut pousser un son, mais naturellement, sans... Et moi j'aime bien dire, on commence par l'expiration. Faut pas penser à inspirer, de l'air on en a toujours plein. On rejoint l'histoire du don. On a peur parfois de pas en avoir. On ne donne pas assez. Dès qu'on a l'impression de ne pas avoir d'air, c'est qu'on l'a bloqué. D'où l'importance d'être détendu là pour le coup, parce que parfois c'est le blocage ou le stress justement qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'air alors qu'on en a déjà effectivement en nous. Donc il faut se dire j'en ai, et pour le sortir, j'utilise mes abdos. Et on peut s'entraîner quand on parle à respirer, ou à inspirer, soyons précises, plus régulièrement. Ça veut dire que quand je parle, j'expire, et puis dès que je fais une petite pause, il faut que je laisse de l'air rentrer. Merci beaucoup pour ce résumé, Perrine, merci. Voilà, ça peut vous servir, ça peut nous servir à tous. Donc voilà, merci beaucoup pour cet échange. Mais merci à vous Lorraine.